Alors bonjour à tous, merci d'être venus pour parler d'AngularJS. J'ai découvert ce framework moi il y a 2 ans, il est sorti officiellement il y a 1 an, quasiment jour pour jour, hein, il a 1 an. Alors moi, je m'intéresse à... Je suis pas développeur front-end à la base, hein, je suis développeur Java et je développe un logiciel de gestion du dossier patient aux urgences. Vous pouvez découvrir à Agno, je vous conseille pas d'aller aux urgences, mais il est là-bas. Donc c'est une application web et moi je suis confronté à élaborer des nouvelles ergonomies avec les médecins. Et donc j'ai besoin de travailler avec eux et d'améliorer les écrans. La prescription, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et voilà, AngularJS, ça répond bien à cette attente. Alors, cette présentation, elle est en HTML statique. Si je fais pomme magelle, vous voyez, c'est une page HTML toute bête. Et donc, si je veux passer à la slide suivante, je ne vais pas pouvoir utiliser les touches, je vais simplement cliquer tel que le web le demande. Et en fait, le problème fondamental sur lequel sont axés les développeurs d'AngularJS, c'est de se dire, le W3C, ça fait depuis le départ qu'ils ont fait une spécification pour afficher des documents, pas pour faire des applications. Donc ça pose pas mal de problèmes quand vous faites. Alors, moi je suis dans l'informatique de gestion, mais ça peut être aussi le cas quand vous faites un e-commerce ou même un site. Je sais que chez Renault, ils travaillent sur AngularJS pour faire la présentation des voitures. On a besoin d'interactivité, de choses complexes qu'on peut pas faire avec une page statique, quoi. Et ni rafraîchir la page en entier, et pouvoir utiliser le bouton back, les notions de session, tout ça, c'est des choses qui vont pas avec le web finalement. Et donc c'est en partant de là que les développeurs d'AngularJS ont fait ce framework. Alors pour pallier bien sûr toutes les problématiques, on le sait, on a JavaScript qui au début c'était quand même un peu laborieux, mais depuis 2004 et puis depuis que les navigateurs vraiment implémentent correctement JavaScript, on a des performances, on a un debugger, on peut faire vraiment des choses. Ce qui pose problème, c'est que plus on va commencer à mettre de code JavaScript dans sa page, plus il va falloir l'organiser, le structurer, etc. Et ça, les gars on va les appeler comme ça, les gens qui ont fait du logiciel sur un client-serveur, il y a des techniques que vous connaissez peut-être, qui sont en partie, qui sont toujours des bonnes pratiques. Donc vous avez les design patterns, ça parle à tout le monde le design pattern. Le patron de conception, c'est-à-dire arriver typiquement, modèle vue contrôleur, c'est un design pattern. Comment j'organise mon code pour faire des interfaces graphiques. D'un côté, je mets du code pour parler du modèle, d'un côté la vue, de l'autre côté le contrôleur qui va contrôler les deux. L'injection de dépendance, on en parlera, c'est un système qui vous parlait, c'est un design pattern qui vous permet en fait non pas d'appeler un objet directement, mais de passer par un intermédiaire. On verra que c'est très important parce que dès que vous créez une dépendance à un autre objet, dès que vous allez vouloir le tester, il va falloir charger aussi cette dépendance. Donc ça permet de désolidariser son code. Et puis les bonnes pratiques. De plus en plus, on travaille, et notamment dans les startups, en commençant par les tests, ce qu'on appelle le test-driven development. Et donc, penser les tests dès le départ, c'est extrêmement important. Ça vous permet de pouvoir faire de l'intégration continue et du continuous delivery. Vous pouvez les mettre en prod rapidement parce que vous avez une couverture de test totale. Donc dans une startup, c'est très stratégique. Les orienter services, c'est-à-dire penser son code pour focaliser son métier dans des objets particuliers. Donc tout ça, les développeurs d'AngularJS, qui venaient d'un monde, pas client-serveur, mais de développement d'informatique de gestion côté web, ils ont pensé le framework avec tout ça. Et en facilitant aussi l'écriture et plein de choses. Alors, pour que ce soit plus concret, ce que je vous propose, c'est de se dire que si cette présentation, c'est pas une application, puisqu'on n'arrive pas à utiliser les touches, etc., on va la transformer en une application qui passe des slides, quoi. Donc, on va coder. Alors, je vais utiliser un IDE. Je ne sais pas si vous utilisez tous des IDE, mais c'est quand même très pratique, notamment pour le refactoring, etc. Vous voyez tous bien, là, le code ? Là, c'est WebStorm de JetBrains. Après, chacun choisira son IDE, c'est pas ça qui est important ici. Ce que vous voyez là, c'est la page HTML de la première slide. Donc, si je me place, disons que dans la chaîne de production, j'ai un designer qui a dessiné un truc sur Photoshop, j'ai un intégrateur qui m'a fait des pages web, et je dirais que il va falloir que je découpe
ce que je veux faire. Donc là, l'idée, c'est de récupérer les slides, et puis d'enlever ce qui est répétitif, c'est-à-dire la partie HTML du haut. J'en ai plus besoin puisque je vais le mettre dans une page commune, et puis la flèche droite, la flèche gauche, et le compteur en bas. Tout ça, je vais l'enlever, et je vais le mettre dans une page, index.html, qui sera ma page principale. Ok. Je vais enlever le bas aussi, avec la flèche et le compteur, et je vais aller le mettre dans une page index.html, qui sera ma page principale. On va tout de suite nettoyer aussi les autres slides. Donc typiquement là, on applique une bonne pratique, le don't repeat yourself. Pourquoi on fait des applications? C'est justement pour pas avoir à répéter 15 000 fois les mêmes lignes de code. Donc là c'est le cas ici. Je vais me concentrer sur le contenu et donc la slide en elle-même. Et pas, et c'est tout, je crois, ouais, c'est ça. Et pas le reste. Alors, ce qu'il faut voir aussi chez AngularJS, c'est qu'ils ont pensé, non pas comme Ember ou Backbone, le framework en se disant, on a le HTML, comment on va faire pour enrichir avec des nouvelles balises pour avoir ce dont on a besoin pour faire des applications. C'est le principe de base sur lequel ils se sont appuyés. Donc pour déclarer une application AngularJS, on commence par déclarer un attribut ngapp qui fait référence à une application, on verra après la partie code JavaScript. Ces nouveaux attributs sont nommés des directives, et on va pouvoir en créer nous-mêmes, on verra ça tout à l'heure. Alors, en tant qu'intégrateur web, vous allez me dire, mais ça va pas être compatible, ça va pas marcher. Parce qu'il y a des navigateurs qui n'acceptent pas d'avoir d'autres balises que celles connues de HTML. Donc on a le droit d'écrire data- et ça c'est compatible. Vous voyez. Donc ça n'a pas d'importance en fait le nommage des attributs, on reste compatible. Et ensuite ça va être en termes de lisibilité, c'est-à-dire que là j'ai un appel statique à une page, la page précédente. Moi je vais plutôt vouloir appeler une nouvelle directive qui va me dire je clique, et quand je clique, je vais appeler une fonction JavaScript qui va aller me chercher la slide précédente, d'accord? Et idem ici, où je vais aller chercher la slide suivante, d'accord? Au milieu, je vais avoir besoin d'inclure le chemin vers ma slide. Donc j'utilise une directive ngInclude qui va appeler une autre méthode currentSlide, tout simplement. J'ai droit aussi à une syntaxe qui est la double accolade, où je peux appeler des variables directement dans la page, et je peux même faire des expressions. Là je mets un plus dedans. Bon, tout ça, il faut que je le relie à un contrôleur, parce qu'on parle de MVC, il faut que j'associe ce bout de code à un contrôleur qu'on va aller créer tout de suite. Et là, on voit tout de suite qu'on a un fichier HTML qui reste un fichier HTML que je peux donner même à un designer ou à quelqu'un qui travaille dans un Dreamweaver, et ce sera compatible, ça va s'afficher, il pourra continuer à travailler. Donc ça, en termes de collaboration, c'est aussi très important. Et puis, on va aller coder notre contrôleur. Alors, pour déclarer une application Angular, on charge un module, qui va en fait, le principe c'est de charger un lot de code JavaScript, puis on appelle une méthode contrôleur et on fait référence à un objet. Mais si je veux bien coder, je vais commencer par faire un test, d'abord. Donc je vais aller chercher dans mon arborescence le test correspondant que je vous ai préparé. Enfin, j'ai utilisé Yeoman, on pourra en reparler de Yeoman, mais c'est un générateur de scaffolding, d'arborescence de code, qui me génère automatiquement les tests correspondant à mes contrôleurs. Et là, je vais utiliser Jasmine. Qui connaît Jasmine pour faire les tests en JavaScript? Donc, le principe de Jasmine, l'idée, c'est de passer des tests en JavaScript. Là, vous voyez describe, c'est du Jasmine, donc je déclare un test. Before each, avant chaque test, je veux qu'il fasse quelque chose. Et puis it, ça va être mon test. Et deux méthodes qui sont liées à Angular, qui sont modules. Donc l'idée, c'est quand je vais charger mon module, je vais charger un lot de code JavaScript dont j'ai besoin pour faire mon test. Je vais pas avoir besoin de l'ensemble, je vais juste aller chercher un module correspondant. Donc là, j'en ai qu'un, c'est facile, mais on peut les décomposer. Et puis l'injection. L'injection, c'est là que c'est très important. Dans un test, la
plus grande problématique des tests, c'est les dépendances. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir tester un morceau de votre code, eh ben, qui fait référence à plein d'autres morceaux du code, si vous n'avez pas l'ensemble du code, le test ne peut pas passer. Donc l'idée de l'injection, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va charger un objet, ici le contrôleur, et on va lui injecter des faux objets, ou en tout cas des objets qui ressemblent à ce qu'il aurait s'il était dans le contexte final. Donc là, c'est le cas, on va charger un contrôleur, qui va un provider de contrôleur qui va me charger le contrôleur comme si c'était Angular qui me chargeait le contrôleur. Donc mon premier test, on va faire un truc très simple. On va dire, ce que je veux faire, c'est passer des slides. Donc je vais me déclarer une variable slideIndex, et puis chaque fois que je vais appeler la méthode nextSlide ou previewSlide, je vais incrémenter ou décrémenter mon index. Hyper simple. Alors, j'utilise le scope. Pour l'instant, le scope, on va pas en parler. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le scope, c'est le lien, c'est l'objet qui fait le lien entre le modèle, la vue et le contrôleur. On revient dessus après. Donc je vais déclarer ma variable slideIndex. Je vais appeler la méthode nextSlide. Et je vais m'attendre à ce que slideIndex soit égal à 1. OK? Je peux même faire un deuxième test qui fait l'inverse, qui fait juste previewSlide est égal à 0. Donc là, ce que je veux, c'est passer mon test. Et donc dans un premier temps, je vais le lancer avec Karma, on pourra reparler de Karma aussi après, et le test passe pas. Et c'est ça l'idée du TDD. C'est-à-dire que maintenant, mon objectif, ça va être de résoudre mon test. Donc du coup, là maintenant, je vais aller coder mon contrôleur. Je vais lui dire, OK, crée la variable slideIndex, initialise-la à 0, et puis on va créer la méthode nextSlide, qui, comme on a dit, va simplement incrémenter slideIndex. La méthode previewSlide qui va faire la même chose à l'inverse. Et puis une méthode currentSlide qu'on a déclarée tout à l'heure, dans la vue, qui elle va me retourner le chemin vers ma slide, puisque je les ai numérotés, slide X, je vais pouvoir composer en utilisant l'index, tout simplement. Voilà. Et donc ça devrait me suffire déjà à passer mon test. D'accord. OK, mon test passe, ça c'est bon. Et ensuite, à tester l'application. Là, je reviens, je lance ma page index.html et ça marche. D'accord. C'est la même chose que tout à l'heure, à la différence que là, j'ai encapsulé et j'ai généralisé mon code. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que c'est important. Quand AngularJS s'est chargé, il a parcouru l'ensemble du DOM de votre page web, d'accord? Et puis à un moment, il a rencontré la NGApp, qui fait référence à quoi? À un module. Il a donc chargé le module JavaScript correspondant, d'accord? Et ensuite, sur tout l'arbre sous-jacent, il va parcourir et il va rencontrer ces nouvelles balises, ces nouveaux attributs, et il va les transformer en un code interprétable par le navigateur. C'est tout simple. Et quand il fait ça, il fait un binding. C'est-à-dire que la nextSlide, le slideIndex, tout ça sont associés à une petite méthode qui va surveiller le comportement de ces objets. Et à quoi sert le scope? C'est là que c'est important de comprendre. Vous avez vu que le contrôleur, on l'a déclaré dans la page index.html au niveau du body. Et à ce niveau-là, on va charger un scope. Et un scope, c'est quoi? C'est un objet JavaScript tout bête qui fait le lien entre le modèle, la vue et le contrôleur. C'est-à-dire que chaque fois que je vais charger des objets dans mon scope, ils vont être mappés de l'autre côté de la vue. C'est-à-dire que quand on descend l'arbre du DOM, à certains endroits, on va se retrouver avec une hiérarchie de scopes, c'est-à-dire des objets qui s'héritent entre eux, qui mappent en fait l'arborescence du DOM. Du coup, on a un lien très simple entre son contrôleur et sa vue. Et finalement, vous allez me dire, mais oui, il est où le modèle dans votre modèle MVC là? Eh bien, le modèle, c'est des objets JavaScript qu'on va charger dans le scope. C'est tout simple. Il n'y a pas de notion de modèle qu'on peut trouver dans Backbone ou dans Ember qui sont beaucoup plus élaborés. Le modèle, ici, il est simple. C'est des objets JavaScript. À vous de les gérer. Alors,
là, on peut toujours pas appuyer sur notre touche pour passer à la slide suivante. Donc, si je voulais faire ça en jQuery, je rajouterais à window.document la méthode keydown et j'appliquerai l'événement sur le tout. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va le faire d'une autre manière. On va charger un service qui s'appelle $document. On va l'injecter en fait dans notre contrôleur. Donc on n'en a pas la dépendance. C'est-à-dire que si je veux tester mon contrôleur, j'ai pas besoin de connaître window.document. Vous voyez là tout l'intérêt. Et qu'est-ce que fait $document? Alors simplement c'est un service qui renvoie window.document. Et si je crée une méthode qui fait keydown, qui récupère l'événement et qui, quand l'événement correspond à la touche flèche droite, j'appelle la méthode previous slide, et quand à la flèche gauche, j'appelle la méthode next slide, je vais pouvoir appliquer tout ça. Alors, remarquez juste ici l'encapsulation de l'appel de la méthode previous slide dans $reply. On en reparle juste après. On va voir déjà si ça marche. Ça relance automatiquement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attention, il y a un problème, la méthode keydown n'existe pas. Effectivement, j'ai pas chargé jQuery dans ma page. Parce que jQuery, c'est une méthode de... keydown, c'est une méthode de jQuery. Donc je dois aller dans ma page index.html, là, et je dois rajouter jQuery en plus. OK? Et là, est-ce que ça va marcher tout de suite? Ben oui, ça marche tout de suite. Non, ça marche pas. Zut, faut que je recharge. Si je passe à la slide suivante, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai oublié un truc, moi. Voilà, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Que jQuery n'existe pas? Si, jQuery est là, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ensuite, ma console fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Alors, je recharge. Je passe à la slide suivante, non, il veut toujours pas. Oula, oula, oula. Scope slide. Tac, tac, tac. Next slide, previous slide. Current slide. Ah oui, en plus, ça passe plus du tout. Donc c'est ça qui est bizarre, alors que tout à l'heure, ça fonctionnait quand même. Qu'est-ce que j'aurais oublié? C'est l'appel à jQuery qui fonctionne pas? C'est bien component de jQuery, jQuery.js. OK. Attendez, je vais enlever mon... Bon. Je vais enlever ce que j'ai fait. Je vais voir si déjà ça marchait bien tout à l'heure, ce que j'ai fait. On revient en arrière. Clac. Bon, ça marche, mais la méthode keydown fonctionne toujours pas. Bon, j'espère que vous me faisiez confiance et que vous espérez que ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est que quand je vais appuyer sur ma touche, à ce moment-là, j'ai l'appel à $reply. Alors pourquoi on fait un appel à $reply? C'est parce que Angular, il a parcouru l'arborescence du DOM, d'accord? Il a fait son travail, et maintenant, il va falloir que je lui dise, attention, j'ai changé quelque chose. Et donc, quand je fais appel à $document, .keydown, je vais changer les choses dans le modèle. C'est-à-dire que je vais appeler la méthode previous slide qui va ou next slide qui va m'incrémenter mon slide index. Et donc là, à ce moment-là, je lui dis, bah, applique ça et reparcours-moi tous les bindings que tu as fait et mets-les à jour. C'est ça qu'il va faire. Et donc, il va tourner, il va tourner, il va tourner jusqu'à vérifier que aucune des valeurs précédentes n'a changé par rapport à la nouvelle valeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dirty checking. C'est une approche un peu particulière, on y reviendra un peu tout à l'heure. Alors, toute bonne application web doit faire appel côté serveur. Donc là, c'est pareil, on va utiliser un service qui va aller chercher côté serveur, cette fois un tableau de slides contenant un titre et un contenu. Donc je l'ai créé ici, ça s'appelle slide.json, d'accord ?
où je me retrouve avec des objets dans un tableau JSON avec un titre et un contenu. Ce que je vais vouloir faire, c'est encore une fois, je vais injecter $HTTP. Alors c'est exactement le même objet que $Ajax, hein. La différence qu'il utilise un pattern qui s'appelle promise, qui est plus performant que de simple callback. Et puis là, je vais lui dire, eh bien, dès lors que tu récupères la slide JSON, eh bien, on va se créer un tableau slides qui va récupérer le contenu retourné. Ce qui est important, c'est que là, on va plus construire le chemin de ma slide avec une string, mais on va aller le chercher cette fois, d'accord, dans notre tableau, tout simplement. OK ? Et ça va nous permettre encore d'optimiser notre code, puisque là, on avait ah ben c'est pour ça que ça marchait pas, j'avais pas nettoyé ici. Voilà, c'est pour ça. Je pourrais le remettre après. On va enlever de notre slide, qui en fait contenait le titre. C'était ça l'erreur de tout à l'heure que j'ai raté. Je vais la prendre et je vais aller la mettre dans index.html. Je vais encore réduire le nombre de lignes de code, puisque je veux juste avoir le contenu. Vous voyez bien là? Peut-être moins bien, on va réduire ici, on a moins d'importance. Et donc là, qu'est-ce qui est important? On voit que j'ai mon titre ici, comme je le récupère de mon tableau, eh ben, il va falloir que je vienne le binder. Donc là, je vais rajouter ngbind html unsafe parce que j'aurais pu utiliser la double accolade, mais là, vu qu'il y a du code HTML dedans, je vais aller le chercher directement. Et là, je vais aller chercher slides, slide index, title, tout simplement. OK? Donc là, si je relance, hop, ça fonctionne. Bon, j'ai un petit pâté en haut, ça c'est pas super, mais sinon ça fonctionne pas mal. Alors, j'ai encore oublié de nettoyer mes pages. Il faut que j'enlève partout où il y a des titres, puisque maintenant j'en ai plus besoin. Je vais les chercher depuis mon serveur. Cette fois, j'ai rien oublié. Ok. C'est bon. Et puis, on a vu tout à l'heure, ce qui posait problème, c'est que il y avait un petit pâté qui apparaissait. Effectivement, quand il n'y a pas de titre, il m'affiche quand même le div. Et bien là, je vais utiliser une autre directive, encore toute simple, qui s'appelle ng-show, et à laquelle je passe un booléen. Et le booléen, c'est quoi? Ben, ça va être simplement le titre. C'est-à-dire que si le titre existe, il va m'enlever, il va me l'afficher, sinon il va pas me l'afficher. Donc simplement en écrivant ça, je recharge, et automatiquement, j'ai plus mon petit pâté. Donc là, on a été chercher des slides côté serveur. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire en plus, c'est créer mes propres directives. Ça, ce serait pas mal. C'est de se dire que si je veux réutiliser le bout de code que j'ai là, il faudrait que je puisse avoir une nouvelle balise que je vais inventer qui va refaire la même chose. Donc, on va s'inventer une balise. On va dire que tout ce code-là, on l'enlève, et puis on va appeler ça slider. D'accord? Donc on va se créer une nouvelle balise HTML. On va mettre ça dans une petite vue, pour retrouver notre code. Et un truc que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le nombre de slides. Cette fois, on peut l'avoir, donc on va juste mettre slides.length. Voilà, ça permet aussi d'améliorer l'affichage. Et puis, qu'est-ce qu'il me manque là? Il va falloir créer la directive. Donc la directive, elle est ici, elle se déclare un peu, c'est un peu toujours le même principe de syntaxe. Vous voyez, on appelle le module, on a directive, et on crée sa directive avec le nom qu'on veut. Ici, je fais référence au petit bout de code HTML que j'ai mis dans ma vue, là, et je lui dis restrict E. Restrict E, ça veut dire que dans Angular, vous pouvez déclarer des directives sous forme d'éléments, c'est ce que j'ai fait là, sous forme d'attributs, sous forme de classe au sens CSS, et même sous forme de commentaires. Donc à vous de choisir la stratégie que vous voulez pour votre directive. Et puis, dans le post-link, on va venir, là, à cet endroit-là, manipuler le DOM. Et ça, c'est un enjeu très important, c'est-à-dire que dans l'esprit AngularJS, vous arrêtez de faire des manipulations jQuery dans tous les sens. Dès lors que
jQuery DOM, dès lors que vous allez vouloir manipuler du DOM, c'est que vous allez vouloir faire une directive. Et dans le contrôleur, vous mettez que votre fonctionnel. Ça vous permet d'organiser clairement votre code. Bon, là, on n'a rien de spécifique à faire. Ça devrait marcher du premier coup. Donc, si je recharge ma page, j'ai bien l'ensemble qui fonctionne. Alors, on voit rien, effectivement. Il faut que j'ouvre ici et que je vois que j'ai une balise slider. Vous voyez tous? Dans laquelle j'ai quoi? Eh ben, j'ai mon bout de code que j'ai mis dans ma vue. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce que vous allez voir arriver bientôt avec la spec qui s'appelle Web Component, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que vous allez, le W3C est en train de travailler sur cette spécification qui va bientôt être donnée. L'idée, c'est de pouvoir créer vos propres balises HTML. Donc il y a deux approches, l'approche Shadow DOM et l'approche Custom Element. L'approche Shadow DOM, c'est une approche impérative, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est avec du code JavaScript, vous allez partir d'un élément existant, là, vous avez le div, et dedans, vous allez pouvoir le compléter avec un autre morceau de HTML. Et donc la div, maintenant, ça affichera, dans l'exemple que vous avez là, avec des H1 devant. Ça, c'est une première approche. Et si vous allez, aujourd'hui, si vous utilisez Chrome, vous faites non pas ça, mais POM-MAGI, et là, vous changez les paramètres et vous mettez, il est parti, vous avez déjà changé, il y a un show Shadow DOM ici, et vous allez sur YouTube, et vous regardez la balise vidéo, et bien vous verrez que vous l'ouvrez, et c'est du code HTML dedans qui définit la barre de navigation, la zone de vidéo. Donc, dans Chrome, c'est déjà implémenté. Et puis vous avez une deuxième approche, qui est une approche déclarative, comme on l'appelle, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments, une balise élément, qui va étendre un composant existant, dans lequel vous allez pouvoir rajouter du code HTML associé, et le déclarer de cette manière-là, comme vous voyez en bas. Et le content, ça veut dire que si la balise contient de l'élément, vous remettez le contenu de la balise sous-jacent, le DOM sous-jacent, à cet endroit-là. Ça, c'est fondamental, quel que soit le framework JS que vous allez utiliser, que ce soit Ember ou quel que soit d'autre, il faut que le framework s'intéresse à cette spec. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Angular, ils vont travailler là-dessus à fond, puisque l'idée d'Angular, c'est de devenir un moteur de composants, la capacité de créer des composants web components avec Angular. Et l'idée de Miško, qui est le concepteur du framework, c'est même de se dire, on va prendre des composants Angular et on va pouvoir les utiliser dans Ember ou dans n'importe quel autre framework. Alors, tout ça c'est bien, mais vous avez vu que ça se mettait à jour assez automatiquement et ça va même plus loin. C'est-à-dire que ce système de binding est bidirectionnel. C'est-à-dire que dès lors que je vais vouloir modifier quelque chose, il va modifier mon modèle et qui va faire référence à la vue, il va modifier la vue. Donc il y a un cycle de vie qui est totalement automatisé. Donc là par exemple, si je voulais modifier mon titre en saisissant mon titre ici, eh ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans cette page web, qui est SampleDB, qui contient simplement un H1 et un input, et je rajoute à mon input ngModel, qui fait référence, cette fois, à slide, slide index, title. Simplement en mettant cette référence-là, je pointe de l'autre côté, dans mon main.html, au titre qui est ici. D'accord ? Donc si je recharge, je reprends ma touche, que je retourne sur cette page-là, et que j'écris mon titre, il va s'écrire tout de suite automatiquement en haut. Donc ça vous facilite énormément le travail d'association de vos modèles par rapport à votre vie. Alors il y a quelques pièges par rapport à ça, et il y a quelques critiques. Parce que les mecs me disent, c'est bien ça, mais si je me retrouve avec 20 000 bindings dans la page, ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur ma touche, je vais parcourir l'ensemble du DOM, qui va vérifier tous les bindings, etc., etc., etc. Et chaque fois que j'appuie, ça va faire ça. Effectivement, c'est un problème, c'est le principe du dirty checking. Alors, c'est un problème, dans les tests de performance qu'ils ont fait, ils se sont dit, on va se donner une limite. C'est 2000 bindings sur la plus mauvaise machine qui existe, avec le plus mauvais browser.
Et à partir de là, quand ils sont au-dessus de ces limites-là, on va à moins de 80 millisecondes de temps de réactivité. Donc c'est assez positif. Mais si ça vous pose encore problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ECMAScript travaille sur une évolution de la spécification avec Object Observe. Et Object Observe, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir notifier des modifications des propriétés sur chaque objet JavaScript. Et ça, si vous l'implémentez nativement, ben vous n'avez plus besoin d'Inverted Checking. Et comme l'équipe, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que l'équipe d'AngularJS, c'est des gars de Google qui ont fait ça dans leur temps libre et finalement ça a bien fonctionné. Et l'équipe, ils sont juste à côté de l'équipe Chromium qui développe Chrome et ils se sont dit, bah écoute, tu m'implémentes Object Observe dans une version de dev et puis nous on fait une version d'AngularJS avec Object Observe et ils ont observé des performances 40 fois supérieures. Donc, quoi qu'il arrive, à terme, ce sera plus un problème. Alors, il y a la notion de répétition. Ça, c'est quelque chose que, de toute façon, vous allez voir très souvent quand vous faites des applications, vous allez récupérer une liste, il faut afficher la liste, quoi. Ça, c'est le coup classique. Donc là, ce que je vous propose, l'idée, ce serait de parcourir la liste des titres des slides, et puis, quand je reçois, pour chaque titre, je clique et je vais sur la slide correspondante. Donc, je retourne dans le code, je vais dans ma page repeat, qui est la page que vous avez vue là, où il y a simplement un div avec une encre dedans. Et puis, je vais appeler une directive qui s'appelle ngRepeat, s in slide. Donc, j'ai une petite syntaxe qui me permet d'itérer. Donc là, je crée dynamiquement une variable s qui parcourt mon tableau slide qu'on a créé tout à l'heure, tout simplement. Et puis, je vais mettre donc mon titre, s title, et quand je vais cliquer dessus, ngClick, pardon, je vais appeler une méthode, allez, goToSlide s. Vous voyez aussi la lisibilité. Rien que dans votre code HTML, c'est clair, tant pour vous que même, je dirais, pour votre client, de savoir ce que ça peut faire, quoi. Donc là, je vais simplement avoir à rajouter dans mon contrôleur l'appel à la méthode goToSlide, qui va simplement, en fait, faire appel, je passe en paramètre la slide qui est itérée, je récupère l'index auquel elle correspond, et je le charge dans slide index. Et comme tout est auto-bindé, et ben ça va marcher du premier coup, quoi. J'ai rien d'autre de plus à faire. Et donc, si je vais sur ma page, j'ai bien ma liste, d'accord? Et quand je clique sur un élément, je vais sur la page correspondante. Vous voyez la facilité de développement et d'écriture du code par rapport à ça. Pas besoin d'être un génie du JavaScript pour faire du Angular. Alors, une autre fonctionnalité très pratique, c'est aussi la capacité sur vos pages HTML de formater les variables que vous remontez. Donc, typiquement, quand vous avez une date, ce qui est pratique, c'est de se dire, bon ben voilà, dans ma page HTML, je vais venir utiliser une syntaxe avec un pipe, et je vais transformer ma date en quelque chose de lisible. Si je veux faire ça ici, je vais aller dans la slide correspondante qui est filter, d'accord? Où on voit, c'est simplement ce que vous voyez là-haut, c'est juste un affichage de code, et je vais écrire, je crois que c'est ça, voilà, un span dans lequel je reprends exactement ce que vous avez vu dans la slide. Le, entre double accolade, now, la date correspondante. Il faut juste que je crée la variable now qui sera une date, $v now égale new date, d'accord? Comme ça on a typé notre variable. Et là, si je reviens sur ma page, j'ai bien le code qui, enfin la phrase qui s'affiche correspondant au jour. Alors vous allez me dire oui, l'internationalisation, oui ça existe. Vous pouvez rajouter un service qui s'appelle $local et vous pouvez jouer avec pour aller chercher pour les currency, pour les dates. Et puis après, bon, par contre, si vous voulez gérer votre propre traduction, là il y a des gars qui ont développé des extensions, dont un ngTranslate, qui vous permet en fait d'afficher et d'avoir un site multilingue. C'est assez basique ce qu'ils ont fait sur la notion de multilingue. Mais on peut aller plus loin, parce que l'idée c'est que, ok, on filtre une date, une string, etc., mais on peut même filtrer un tableau.
C'est-à-dire que si je reviens sur ma liste qui est ici, si je voulais pouvoir chercher dans cette liste, eh ben, je ferais simplement aller dans la page, je vais me rajouter un champ de recherche, d'accord, auquel je vais associer une variable, bon, dynamiquement, on va pas la créer dans le contrôleur, qu'on va appeler query, et je vais venir filtrer mon tableau. Donc, je vais utiliser un filtre qui s'appelle filter, et je vais lui passer en paramètre ma query. D'accord? Je reviens sur mon code. Et maintenant, si je cherche JavaScript, il va me trouver JavaScript. Okay? Si je cherche concept, il va me trouver concept. Et si je reviens sur ma slide précédente où j'avais mis mon titre, et que je vais sur la slide suivante, je cherche mon titre, il va me trouver mon titre. Et vous voyez la facilité d'auto-binding avec ce système où, franchement, vous gagnez vachement de temps, quoi. Alors, maintenant, si on veut aller encore plus loin, on pourrait se dire, bah, maintenant, on va créer une présentation qui va créer des slides elle-même. Donc, pour faire ça, on va utiliser un formulaire. Là, les formulaires, c'est quand même quelque chose qu'on utilise souvent dans les applications. Et puis, on va mettre un titre et un contenu, et on va essayer de créer dynamiquement une nouvelle slide. Donc, je retourne dans cette page qui est le formulaire, d'accord, où j'ai un titre, d'accord, un input pour le contenu et un bouton. Je vais rajouter à mon titre, encore une fois, un ngModel, d'accord, qui va faire référence à une variable qu'on va créer dynamiquement, qui sera title, et puis ngModel qui fait une variable dynamique qui sera associée à content, et puis on va s'ajouter ngClick, add slide, tout simplement, et je vais lui passer en paramètre mon titre et mon contenu qui sont au-dessus. Alors, vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais là, ce qui est important de marquer, c'est la notion de scope. C'est-à-dire que là où j'ai déclaré mon titre et mon contenu, c'est dans un scope sous-jacent. Parce que quand je crée une directive, il me crée un scope fils, dédié à ma directive. D'accord ? Et du coup, si j'avais une variable title qui était dans le scope parent, elle viendrait se masquer par rapport à ça. Ça, il faut faire attention dans la hiérarchie des scopes quand vous faites ça. Dans mon contrôleur, j'ai plus qu'à rajouter une méthode addSlide qui, tout simplement, va simplement récupérer les deux paramètres, pousser dans le tableau de slide un objet avec titre et contenu avec les variables associées. Ok ? Et donc là, si par exemple je veux me rajouter une slide qui va parler des liens que vous pouvez trouver sur Internet en rapport avec Angular, je vais faire links.html, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, et je vais faire ajouter, automatiquement en bas à droite, bon vous ne le voyez pas, mais il a incrémenté la taille du tableau, et là, si je passe à la page suivante, j'ai bien ma slide correspondante. D'accord ? Et inversement, si je fais avez-vous, enfin inversement, des questions, je me crée une nouvelle slide encore qui va s'ajouter à la fin. Voilà. Alors, il me reste combien de temps ? 10 minutes plus 5 minutes de questions. Plus 5 minutes de questions. Alors, je vous mets juste le coup du $document que j'ai pas fait tout à l'heure parce que ça n'a pas marché. On rajoute $doc, ok, voilà. Et le jQuery dans la page index.html. Et là, normalement, ça va pas. Ça marchait pas parce qu'en fait, j'avais pas enlevé le HTML de la slide suivante. Donc là, si je rafraîchis et que j'appuie, je passe bien à la slide suivante en appuyant sur la slide suivante. Merci.